Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la pensée du XXe siècle. Absolument. Un monument qui peut parfois faire un peu peur d'ailleurs. C'est ça. Et notre point de départ, pour éviter justement de se noyer, c'est une synthèse qui est particulièrement efficace. C'est le livre d'Aurore Miriégène qui s'intitule Arendt à la plage, la philosophie politique dans un transat. Ouais, c'est un excellent point d'entrée. Parce que le but ici, ce n'est pas de refaire une énième introduction basique sur Hannah Arendt. Non, ceux qui nous écoutent connaissent probablement déjà un peu son nom ou son empreinte globale sur la pensée politique. L'idée de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de se servir de cette source pour décortiquer ses concepts les plus denses. Oui, complètement. On cite tout le temps ces formules. La banalité du mal, c'est l'exemple typique. Tout le monde l'utilise, mais très souvent hors de son contexte originel. Exactement. Et le livre d'Aurore Migène offre justement l'opportunité de reconnecter un peu tous ces fragments. Donc on va retracer le fil conducteur qui relie sa propre expérience de l'exil à son analyse clinique du totalitarisme. On passera aussi par sa critique très audacieuse d'ailleurs de l'idée même des droits de l'homme pour arriver jusqu'à son regard vraiment critique sur la condition de l'homme moderne. Bon, alors, déballons tout ça. Il faut d'abord ancrer cette pensée dans la matière même de la vie d'Arendt. C'est fondamental. Sa philosophie, ce n'est pas du tout un exercice académique hors sol. Non, ça s'est forgé dans le fracas de l'histoire, sous une pression immédiate, la pression de la survie. Faut vraiment se représenter la scène en 1941. L'arrivée à New York. Voilà. Une femme débarque dans le port de New York. Elle fuit une Europe qui est à feu et à sang. Et en poche, elle n'a que 25 dollars. 25 $, ouais. C'est rien. C'est rien du tout. Elle vient juste de s'échapper du camp de Gurs, qui était un camp d'internement français dans les Pyrénées. Et ce n'est que la fin d'une très longue fuite, parce qu'elle avait déjà dû quitter l'Allemagne en urgence en 1933, clandestinement, sans papier, juste après avoir été arrêtée par la Gestapo. Oui, pour ses recherches sur la propagande antisémite d'ailleurs. Exactement. Et cette confrontation très brutale avec l'arbitraire de l'État, avec la perte totale de tout statut juridique, c'est littéralement le socle de toute sa réflexion future. C'est pas juste une observatrice, elle l'a vécu dans sa chair. Absolument. Née en 1906 dans une famille juive assimilée, Hannah Arendt, c'est d'abord une jeune femme avec une curiosité intellectuelle vraiment foudroyante. Dès l'adolescence, elle mémorisait des poèmes classiques entiers, elle lisait la critique de la raison pure de Kant. Rien que ça. Voilà. Et cette soif de comprendre l'amène vers la philosophie et inévitablement vers la figure de Martin Heidegger. Ah, Heidegger, c'est une relation tellement complexe. Très complexe, amoureuse et profondément intellectuelle. Elle va marquer toute sa vie, mais elle illustre aussi, de façon assez tragique, la faille de la pensée abstraite face à la réalité politique. Parce que lui adhère au nazisme. C'est ça. L'adhésion de Heidegger au nazisme et son allégeance publique au régime vont provoquer une rupture totale. Une rupture très douloureuse de 17 ans entre eux. C'est une trahison intime, mais qui reflète aussi la faillite d'une énorme partie de l'intelligentsia européenne à ce moment-là. Et face à cet effondrement, ce qui frappe dans les notes biographiques du livre, c'est la lucidité presque froide d'Arendt sur sa propre identité. Oui, elle n'a jamais vraiment eu de crise existentielle par rapport à ça. Non, la judéité chez elle, c'était pas un questionnement religieux torturé, c'était un fait, une évidence. Et l'anecdote de son enfance est super parlante à ce sujet. Celle avec sa mère. Ouais, face à l'antisémitisme ordinaire en Allemagne, sa mère avait fixé une règle d'airain. Si des enfants l'attaquaient à l'école, Anna devait se défendre toute seule, physiquement ou verbalement. Mais si l'attaque venait d'un adulte? Voilà, si c'était un professeur, par exemple, la règle, c'était qu'elle devait quitter la classe immédiatement. Et c'était sa mère qui allait régler le problème institutionnellement avec la direction. Et ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont cette éducation forge en fait une posture politique. On ne s'excuse pas d'être ce que l'on est, et on répond à l'attaque politique par l'affirmation politique. C'est ça. Et malgré le traumatisme, malgré l'exil, le fait d'avoir été déchu de sa nationalité, d'avoir été apatride pendant 18 ans avant de devenir citoyenne américaine, elle a gardé un ancrage indéfectible. La langue allemande. La langue allemande, Arendt, elle refusait de la perdre sous prétexte que le pays avait sombré dans la barbarie. Elle disait, et la formule est célèbre, ce n'est pas la langue allemande qui est devenue folle. Et cet attachement, c'est loin d'être juste de la nostalgie. Ça préfigure vraiment toute l'importance qu'elle donnera plus tard à la parole et au dialogue. Pour elle, c'est la fondation ultime d'un monde commun.
Un monde commun qui a justement été totalement anéanti par ce qu'elle va analyser dans Les origines du totalitarisme. Son grand chef-d'œuvre. Et c'est là que son approche méthodologique prend toute son ampleur, comme le souligne bien Aurore Meurégène. Arendt refuse la causalité linéaire. Oui, elle ne dit pas que A a causé B, qui a causé C. Exactement. Le totalitarisme n'est pas une suite logique et inévitable. Elle utilise le concept de cristallisation. C'est presque une analogie chimique. C'est une très belle image. Des éléments historiques flottent dans l'air du temps depuis longtemps. Et soudain, bam, un événement catalyseur comme la Première Guerre mondiale crée un choc. Et ces éléments se figent en une structure totalement inédite, monstrueuse. Et ces ingrédients majeurs de cette réaction chimique, elle les identifie très clairement. Il y a l'antisémitisme moderne, bien sûr, mais aussi l'impérialisme. L'impérialisme de la fin du 19e siècle, ouais. C'est une analyse super éclairante. Le capitalisme européen arrive à ses limites territoriales. Il a un besoin viscéral de s'étendre à l'infini. Et ça génère ce qu'elle appelle des capitaux superflus. Mais pire encore, des hommes superflus. Des hommes perçus comme un excédent. Voilà. Une main-d'œuvre qu'on projette hors des frontières. Et pour justifier qu'on assujettisse d'autres territoires et d'autres populations, il a fallu inventer une idéologie. Le racisme d'État bureaucratique. Et cette idée d'homme superflu, ça trouve un écho terrifiant au cœur de l'Europe, dans l'entre-deux-guerres. Parce que les sociétés occidentales se mettent à produire leur propre masse. Et il faut bien préciser la distinction qu'elle fait. La source insiste là-dessus. Les masses, chez Arendt, ce n'est pas du tout des classes sociales avec une conscience de classe ou des intérêts communs. Pas du tout. C'est des millions d'individus totalement atomisés, déracinés, vidés de tout lien communautaire. Ils ressentent une apathie et une inutilité profonde. C'est le terreau rêvé pour le totalitarisme. Un individu isolé, qui ne partage plus aucun sens avec les autres, c'est une proie hyper facile pour une idéologie qui lui offre une fiction totale. Une explication unique, souvent paranoïaque, du monde. Et pour structurer cette masse, Arendt utilise une analogie architecturale que je trouve brillante. Elle rejette l'image de la pyramide autoritaire. Oui, elle préfère l'image de l'oignon. L'oignon totalitaire, ouais. Dans une pyramide, la hiérarchie est visible, du sommet à la base, mais l'oignon, lui, fonctionne sur la dissimulation. Le chef suprême est au centre, protégé par plein de couches. Les cercles intimes, la police secrète, le parti, et tout autour, la couche extérieure des sympathisants. Et la mécanique est redoutable, parce que chaque couche sert de façade de normalité à la couche d'en dessous. Le citoyen normal regarde le sympathisant et se dit « bon, c'est pas si extrême ». Le sympathisant regarde le membre du parti comme une avant-garde. Ça maintient la fiction tout en isolant le centre, là où on décide de la terreur pure. Et le noyau de cette terreur, l'institution centrale du totalitarisme, c'est les camps de concentration et d'extermination. Et là, Arendt va très loin dans l'analyse. Elle affirme que le but des camps, ce n'était pas seulement le meurtre industriel ou d'éliminer des opposants. C'était des laboratoires. Des laboratoires pour prouver que tout est possible. C'est ça. L'objectif idéologique ultime, c'était de prouver qu'on pouvait muter la nature humaine. Réduire l'humain à un organisme qui réagit juste à des stimuli, comme le chien de Pavlov. C'est une destruction méthodique, en 3 phases. La première, c'est l'assassinat de la personne juridique. Avant même de toucher au corps, on met les individus hors la loi. On leur retire leur nationalité, leurs droits civiques. Ça garantit qu'aucun de leurs actes ne peut les faire exister aux yeux de la justice. Ils deviennent des spectres pour l'État. Ensuite, la deuxième étape, et c'est glaçant, c'est de tuer la personne morale en l'homme, rendre à la conscience superflue, la décision morale impossible. La perversité du système force les victimes à une complicité absurde. L'exemple cité dans la source est insoutenable. Cette mère grecque à qui les nazis demandent de choisir lequel de ses 3 enfants doit être exécuté. Sous peine de tous les tuer. Voilà. Le choix devient meurtrier. La boussole morale explose parce qu'on ne choisit plus entre le bien et le mal, mais entre différentes modalités de l'horreur. C'est insoutenable. Et c'est exactement là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue analytique, car ça mène à la 3e étape, la destruction de l'individualité. Quand le droit et la morale sont détruits, il ne reste que le corps et la spontanéité. Raser les crânes, donner un matricule, imposer des conditions de vie bestiales, tout ça vise à éradiquer la spontanéité humaine, la capacité d'initier quelque chose de nouveau. C'est ce qu'elle appelle la fabrication de cadavres vivants.
Et c'est cette réflexion vertigineuse sur la perte des droits qui est le point de départ de sa critique des droits de l'homme. Une critique très incisive. Oui, elle bouscule complètement les certitudes des Lumières. On pensait que les droits étaient universels, inhérents à la condition humaine, mais l'effondrement des empires en 1918 a jeté des millions d'apatrides sur les routes. Et c'est là que le vernis craque. Le paradoxe est fou. Quand ces gens n'ont plus que leurs conditions humaines pour les protéger, quand ils n'étaient rien qu'humains, ces droits universels n'ont servi à rien. L'humanité a découvert qu'il n'y a pas d'être humain abstrait en politique. Les droits ont toujours été liés à la citoyenneté, à l'appartenance à un État-nation. Perdre sa patrie, c'est perdre la garantie de ses droits. Ce qui amène à Rennes son concept clé, le droit d'avoir des droits. La pierre angulaire. Le droit premier, c'est d'appartenir à une communauté politique. Sans ça, on est exclu de l'humanité politique. L'ouvrage fait d'ailleurs un lien très fort avec les politiques migratoires d'aujourd'hui. Les zones d'attente, les camps de réfugiés. Exactement. Même si le but n'est pas l'extermination, le résultat structurel est que ces populations sont maintenues à distance, soumises à un arbitraire administratif, elles perdent ce droit premier d'appartenance. Cette question de notre rapport à la communauté et à la Terre nous amène au point de bascule de 1957, le lancement de Spoutnik. Un exploit scientifique. Mais Arendt regarde les réactions des gens. Et au lieu de la fierté, elle voit un immense soulagement. Le soulagement de fuir la Terre, cette Terre vue de plus en plus comme une prison biologique. C'est fou. Et c'est le point de départ de Conditions de l'homme moderne. Elle cartographie nos activités, ce qu'elle appelle la vita activa, en 3 niveaux. Le premier, c'est le travail, l'animal laborance. La nécessité biologique, produire pour consommer tout de suite, faire du pain, le manger et recommencer. Ça ne laisse aucune trace. Ensuite, il y a l'œuvre, l'homo faber. Là, on fabrique un monde artificiel qui dure. Pas le pain, mais la table en bois, autour de laquelle on mange. Et tout en haut, l'action. La seule activité qui se passe directement entre les humains. Prendre la parole, agir. C'est la véritable liberté, basée sur notre pluralité. Le problème, son diagnostic sur notre modernité, c'est qu'on a inversé cette hiérarchie. Totalement. On a mis le travail, la simple survie biologique, au sommet. Tout est devenu un moyen de gagner sa vie. La culture, l'art, la politique, tout est consommation. Et avec l'automatisation, on risque de devenir une société de travailleurs qui n'a plus de travail. Une société qui ne sait plus œuvrer ni agir, juste consommer dans un cycle infini. À cette aliénation s'ajoute une rupture technologique qui remonte à Galilée, avec le télescope. L'esprit humain a trouvé un point d'Archimède hors de la Terre. On s'est extrait de notre condition terrestre. Et au XXe siècle, la science n'est plus juste observatrice. Elle importe des processus cosmiques sur Terre. L'énergie nucléaire, par exemple. Oui. On déclenche des processus irréversibles. On n'agit plus dans le monde humain, on agit sur la nature, avec le risque de détruire le cadre même de notre existence. D'où l'urgence, pour elle, de réhabiliter la vraie politique. Pas la politique comme domination ou bureaucratie. La politique comme expérience de la liberté et de la natalité. La capacité de commencer quelque chose de neuf. Et c'est là qu'elle distingue le pouvoir de la violence. Oui, le pouvoir, ce n'est jamais un individu. Ça naît quand les humains agissent de concert. C'est horizontal. Alors que la violence, c'est purement instrumental. Des armes, des chars. La violence peut détruire le pouvoir, mais elle ne peut jamais le créer. Elle regardait beaucoup la désobéissance civile aux États-Unis comme une vraie forme de pouvoir citoyen face à des institutions défaillantes. Et cette réflexion sur la responsabilité politique et l'action trouve son écho le plus retentissant avec le procès d'Eichmann, Jérusalem 1961. Eichmann, le logisticien en chef de la solution finale. Arendt y va pour de New Yorker et tout le monde s'attend à ce qu'elle décrive un monstre sanguinaire, un démon. Mais elle observe cet homme dans sa cage de verre et elle est stupéfaite. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Elle voit un accusé d'une médiocrité confondante, ce qui lui fait formuler le fameux concept de la banalité du mal. Un terme qui a fait scandale. Et il faut préciser, dire que le mal est banal ne veut pas dire qu'il est fréquent ou pardonnable. Ça qualifie le profil de l'auteur. Eichmann n'était pas un psychopathe fanatique. Ce n'était pas un esprit démoniaque, ni même stupide, cognitivement parlant. Tant en cliché, en élément de langage nazi. Ce langage stéréotypé fonctionnait comme un bouclier qui le coupait de la réalité charnelle et sanglante de ses actes. Il organisait des trains aveugles à la finalité meurtrière. Et c'est un avertissement glaçant pour nous. Le mal extrême n'a pas besoin de démons. Des individus ordinaires suffisent s'ils ont renoncé à leur capacité de jugement. Et Arendt est intransigeante là-dessus.
L'abandon de la pensée n'est jamais une excuse. Dire qu'on n'était qu'un simple rouage, ça n'efface pas la responsabilité. Personne n'a le droit d'obéir sans penser. Penser, ce dialogue silencieux avec soi-même, c'est vraiment le dernier rempart contre le naufrage moral. L'intégrité humaine dépend de cette vigilance. Refuser de se fondre dans la masse ou la routine bureaucratique, On vient de faire un voyage intellectuel d'une densité incroyable, de la survie au totalitarisme, à la critique de notre condition de travailleur, jusqu'à cette mise en garde sur l'incapacité à penser par soi-même. la politique pour Arendt doit rester cet espace de liberté, de dialogue entre des êtres pluriels. C'est le défi de toute société qui refuse la mécanisation. Et justement, pour terminer là-dessus, si le grand danger du XXe siècle a été l'humain ordinaire qui cesse de penser pour obéir à la machine bureaucratique, qu'en est-il aujourd'hui? Avec nos propres machines, tu veux dire? Oui, avec l'intelligence artificielle, on délègue de plus en plus nos jugements moraux, sociaux, politiques à des algorithmes prédictifs. Recrutement, justice, aide sociale. Des systèmes opaques, en effet. Ne sommes-nous pas en train d'automatiser cette même absence de pensée dont parlait Arendt? Si le calcul statistique remplace le jugement humain, si la machine décide où se longe la responsabilité humaine face aux défaillances de demain, C'est une question vertigineuse. Le rouage bureaucratique est juste devenu un algorithme. c'est une réflexion que l'on laisse ouverte pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur. À la prochaine! Merci. À bientôt.